Merci Catherine. Bonjour à tous. Je m'appelle Lauren Drew, mes pronoms sont elle et je suis directrice des services aux membres de l'apprentissage à Orchestre Canada. Je suis une femme blanche dans la vingtaine avec des lunettes à monture dorée, des cheveux bruns foncés à la longueur des épaules avec une frange. Je porte un chandail. Je suis dans ma chambre avec un mur blanc, une grande fenêtre à ma droite. Je me joins à vous de Tutalkay à Montréal sur un territoire non cédé où la nation Kanakahanga est reconnu comme gardien de ses terres et de ses eaux. Je suis une nouvelle venue ici depuis le mois de décembre. J'ai grandi près de Peterborough sur le traité et les territoires traditionnels de Michilimackinac. Je en continue d'en apprendre plus sur ma nouvelle terre et mes responsabilités pour la vérité et la réconciliation ici. Je prends le temps de parcourir les notes techniques avec vous et puis je vais passer la parole à ma collègue Catherine. Donc, merci à nos merveilleux interprètes Marek et Christiane pour activer l'interprétation en anglais ou en français. Naviguez à travers vos commandes Zoom jusqu'au bouton d'interprétation. Vous allez voir une icône en forme de globe au bas de votre écran. Alors, vous sélectionnez l'icône, vous verrez français ou anglais apparaître. Peut-être qu'il va y avoir de l'anglais et du français aujourd'hui, donc je vous encourage, peu importe la langue que vous parlez, de choisir votre préférence de langue maintenant. L'autre chose que nous avons pour l'accessibilité, c'est qu'on a du sous-titrage en direct. Alors, le service de Zoom, alors, ce n'est disponible qu'en anglais. Quand il y a du français d'utiliser, vous pouvez le voir. Vous verrez peut-être le robot se confondre et cracher des choses farfelues. Donc, soyez patient avec les robots. Alors, dans le bas de la fenêtre Zoom, trouvez le bouton Transcription en direct. Cliquez sur le bouton fléché et cliquez sur Afficher le sous-titre ou vous pouvez cacher ou masquer le sous-titre. Alors, nous allons enregistrer cette session. Vous n'apparaîtrez pas dans l'enregistrement car votre vidéo et vos micros sont éteints pour préserver la bande passante Internet et réduire les bruits de fond. Et vous êtes invité à utiliser le chat pour interagir. Il y aura une portion questions-réponses à la fin de la session. Donc, mettez vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est tout pour moi. Catherine, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup, Lauren. Je m'appelle Catherine Carlton, directrice générale d'Orchestre Canada. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour le lancement de la toute nouvelle trousse à outils pour les publics en ligne. Alors, ma description visuelle, je suis une femme blanche de 59 ans, aux cheveux courts argentés ou lunettes rondes. Je porte plutôt du noir aujourd'hui. Je suis dans mon bureau à domicile. Vous pouvez voir des livres, des images, des photos et un mur vert clair derrière moi. Je vous parle aujourd'hui de Peterborough, Nogajimwinang, sur le territoire traditionnel et visé par un traité des Mississauga, Anishinaabe, couvert par le traité 20, le traité William. Dans cette partie du Canada, c'est le moment magique de l'année où les fraises commencent à mûrir. Et comme il se doit, c'est aujourd'hui l'Ode Emini Gija, la pleine lune des fraises en langue Ojibwe, un moment pour célébrer la générosité de la nature. Puissons-nous prendre soin de la terre qui prend si bien soin de nous. Au printemps 2019, Orchestre Canada a été ravi d'apprendre que sa demande au Fonds de stratégie numérique du Conseil des arts du Canada avait été acceptée. Une demande qui nous aiderait à lancer ce qui devait être un bref projet riche en actions avec des experts de The Space, un organisme basé en Angleterre qui se spécialise dans la prestation de conseils véritablement utiles aux artistes et aux groupes artistiques qui cherchent à engager des publics en ligne. Ces personnes donneraient des présentations lors de conférences, entreprendraient une analyse de l'empreinte numérique et des possibilités qu'elle offre et nous accueilleraient pour un apprentissage en personne au Royaume-Uni également. Certains d'entre vous, vous vous souviendrez peut-être de la présentation de John White et de Fiona Morris à notre conférence de 2019 à Ottawa. C'était la phase 1 de notre projet. Nous étions prêts à voyager et à apprendre beaucoup de choses grâce aux gens de The Space. 9 mois plus tard, bien sûr, la pandémie a frappé et nous avons réalisé que notre projet allait devoir évoluer. Nous avons procédé à l'analyse de l'empreinte numérique. Nous avons engagé des experts de The Space pour analyser les résultats de notre enquête numérique annuelle et aujourd'hui, nous lançons le dernier livrable de notre projet qui est toujours en évolution. Ce n'est pas planifié au début, mais c'est une belle façon de terminer tout ça. Alors, c'est la trousse à outils pour le public en ligne. C'est une mise à jour de la ressource en ligne la plus populaire de The Space. Elle contient des conseils pratiques ainsi que des études de cas inspirantes. Aujourd'hui, nous entendrons Rob Lindsay et Natalie Woolman
Ils sont les auteurs en chef du nouveau guide. Nous aurons une discussion avec nos vedettes des études de cas provenant d'orchestres de partout au Canada. Nous aurons une visite guidée du nouveau guide par mon collègue Boran Zaza et nous aurons le temps de poser quelques questions en plus. Merci de vous joindre à nous. Je cède maintenant la parole à Natalie et Rob. Bonjour à tous. Comme Catherine a dit, nous sommes Nathalie et Rob de The Space. Nous sommes ici pour vous offrir un peu de provocation parce que, comme ça a été dit, l'Internet est plein de secrets extraordinaires, des secrets divertissants, incroyablement brillants, des projets qui sont le résultat de vastes effusions de temps, d'énergie, de passion et de talent, et pourtant qui n'atteignent jamais le public qu'ils méritent. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager cette trousse à outils qui vise à relever exactement ce défi. Plus que jamais, les passerelles du public vers les expériences numériques sont les signets sur leur navigateur et les icônes d'applications sur leurs appareils, alors qu'auparavant, ils utilisaient Google pour effectuer des recherches sur l'ensemble d'Internet. Ils sont maintenant tout aussi susceptibles de faire des recherches sur Instagram, Twitter, Spotify ou leurs clients de podcast préférés. Et le public aime rester dans ces espaces plutôt que d'être invité à faire des allers-retours entre différentes plateformes. Peu de gens veulent tout partout. Et si votre public fréquente une plateforme particulière, vous devez faire ce que vous pouvez pour travailler dans cet espace et créer un contenu adapté. Mais nous tous, en tant que public, nous sommes profondément habituels. Il y a des endroits en ligne que nous visitons et les médias que nous y consommons sont basés sur le fait de savoir de manière fiable que nous trouverons ce que nous recherchons pour combler nos besoins, que ce soit de l'information, du divertissement ou quelque chose qui nous touche. Et nous sommes incroyablement mercenaires quand il s'agit de choisir ce qui mérite notre attention. Par conséquent, nous devons tous reconnaître la nécessité de nous présenter clairement à chaque public en ligne, ainsi que d'être clairs dans nos propres esprits en ce qui a trait à quelle valeur notre travail numérique leur offre. De même, nous devons savoir pour qui nous créons chaque élément de contenu numérique, des énormes flux en direct ambitieux jusqu'à de simples publications Instagram. Comprendre à qui s'adresse une œuvre numérique peut ensuite informer l'endroit où elle est publiée et promue, ce qui nous permet de proposer une offre cohérente dans chacun de nos espaces en ligne. Et de cette façon, de s'engager avec nos organisations et notre contenu peut également devenir une habitude familière pour notre public. Heureusement, la cohérence ne signifie pas avoir à créer plus et publier dans plus d'espaces. Nathalie, puis-je vous passer la parole, s'il vous plaît, pour en parler un peu plus? Bonjour tout le monde, très heureuse d'être ici. Comme Rob a dit, c'est très facile d'être dépassé par les possibilités avec tout ce qu'on peut faire en ligne. Mais ce qu'on dit à The Space, c'est que les publics aiment rester à un endroit. Et vu que les publics aiment rester dans un endroit particulier, ça veut dire que vous, en tant qu'organisation, vous n'avez pas à être partout, seulement là où votre public se trouve. Et ça veut dire d'être sur les plateformes où il aide se tenir en ligne. Souvent, on voit des organisations qui ont beaucoup de canaux différents, mais aucun de ces canaux a du contenu de façon régulière. Là, ça veut dire que les gens ne sont pas très impliqués. Ça devient un cycle vicieux parce que vous, alors c'est une source de démotivation parce que vous ne rejoignez pas les gens. Donc, une fois qu'on voit où sont nos publics en ligne, et la trousse à outils va vous aider avec ça, on peut aller à leur rencontre là et créer du contenu devant eux sur les plateformes dont ils se servent de toute façon. Et si votre contenu est bon, ils en voudront beaucoup plus. Alors, pensez à comment votre organisation peut faire et publier régulièrement. Vous devez avoir un plan qui est durable pour votre équipe
parce que ça ne sert à rien d'avoir des plans et ensuite de disparaître. Alors, vous ne voulez pas être sur des plateformes où votre public n'est pas. Donc, il y a certaines plateformes que vous pourrez éliminer parce que vous savez que votre public n'est pas là. Donc, ça, c'est vous devant votre public normal. Les gens vont, ou des gens comme votre public que vous ciblez. Mais qu'est-ce qui arrive si vous voulez aller au-delà de votre, pour un partenaire? C'est là que les partenariats entrent en jeu et nous ne soulignerons jamais assez leur importance. Lorsque nous disons que les gens veulent rester à un endroit, cela signifie donc que certaines des personnes que vous voulez amener en tant que public pour votre travail sont actuellement dans les couloirs d'autres personnes. Donc, vous voulez aller là pour les trouver. Un exemple, c'est peut-être que vous effectuez une série de travaux, de concerts inspirés par le monde naturel et il vous vient à l'esprit que les amoureux de votre parc national local pourraient être intéressés dans ce contenu. Nous vous encourageons à contacter l'équipe du parc national et les organismes de bienfaisance ou les groupes de supporters ou les associations de randonneurs de ce parc pour leur faire part ce que votre contenu numérique va être, pourquoi il touchera leur public et avec une demande claire de ce que vous voulez qu'ils en fassent. Par exemple, peut-être voulez-vous qu'ils partagent une courte bande-annonce vidéo et une copie sociale sur leur chaîne. Offrez de faire tout le travail pour eux et assurez-vous que vous faites le pitch à leur public et non le vôtre. Leur public connaît peut-être le nom des compositeurs, mais peut-être qu'ils sont intéressés à savoir que quelqu'un a écrit un concerto. Alors, servez-vous de ceci dans vos publicités et dans la façon dont vous créez le contenu pour ces partenaires. Chez The Space, nous demandons que tous nos projets rassemblent ce que nous appelons une liste d'ensemencement d'organisations, comme ce parc national et l'organisation locale des randonneurs pour chaque projet que nous faisons, et ensuite ensemencer leur contenu numérique. Et on trouve que ça marche vraiment. Et si cela fonctionne vraiment bien, ils se croiseront, ces publics vont faire partie de votre public. Cela dit, parfois, nous avons tous besoin d'un peu d'aide pour être visibles et c'est là que l'argent entre en ligne de compte. Donc, Rob, je vais vous passer la parole afin que vous puissiez parler des dépenses. Absolutely, yeah. And Oui, I'll start by saying that je vais débuter en we've disant come a que long way. on peut faire I'm beaucoup de sure that chemin avec un peu you d'argent. Je suis certain que bon nombre extensive d'entre vous, experience vous with avez beaucoup paid business d'expérience social channels. avec les publicités payées To sur les canaux lay sociaux a qui vous filter over permettent top of each d'avoir other des to filtres, reach audiences of a de particular superposer des age filtres les uns sur les demographic autres pour atteindre les publics or d'un type of groupe d'âge user particulier qui aime un type living particulier de into their musique ou qui private vivent dans un homes temps de one conduite to particulier many. d'un ou Crucially, plusieurs small lieux de amount of money tournée. spent De manière can cruciale, une petite lead quantité de dépenses payées effectively peut être un moyen to audiences efficace who are d'atteindre de nouveaux publics qui sont prédisposés à love 100 your work à to aimer votre just know travail. that you Ils ne exist. savent tout It's simplement back pas to que that vous barrier of existez. On retourne à cet secrecy. Just obstacle not de everything secret de l'Internet et les gens qui ne vous ont pas vu, et ce n'est pas de votre and faute. just make sure that the Assurez-vous messaging that you're simplement que votre creating is contenu strong, est pushing fort it, makes the point et that you need to make, and qu'il keeps demande au public communities de faire ce que vous avez besoin connected. qu'il It's that fasse. first impression. If this is a new audience, Si they know c'est un nouveau nothing public, about ils you. ne connaissent rien à votre This sujet object says it ou de all. votre contenu. And at the same time, make Et sure en that même temps, the assurez-vous material que you're le promoting matériel dont vous faites la promotion asks audiences to do what you want them to demande do au public de and faire not ce to que listen. vous avez besoin qu'il fasse, que ce soit de regarder, d'écouter ou de And cliquer sur un lien. I'll also say as well, Je vous dirais aussi briefly, que I've spoken to beaucoup de gens à qui je entrepreneurs parle who often say that pensent if que their certains first canaux social channels sociaux won't show ne interest montreront to pas leur their message à leurs followers propres abonnés, unless they pay. à moins qu'ils ne payent pour cela. And my response to that Et ma is réponse à cela est la suivante. only 1 in 4 Seulement of the un posts message sur approximately quatre environ on those more sur commercial ces social canaux channels sociaux plus is paid commerciaux for a post. est une publication So payante et le reste, a c'est libre. 75% 75 fee is de completely ce que vous avez, c'est organic and complètement still organique. incredibly Mais competitive c'est space. toujours un espace qui est très As concurrentiel following hundreds of people parce and qu'on peut posts suivre des engage centaines de gens et people ces present plateformes, en fait, veulent engaging présenter les material messages qui that génèrent une réponse et generates a qui response from the empêchent user and that crucially keeps de users manière coming cruciale back. les utilisateurs à Exactly revenir. as Natalie said, there is Comme an Nathalie algorithm a there dit, il y a un in the algorithme background that's looking to make sure the most qui engaging material gets essaie de posted. trouver le meilleur contenu. Every person who's ever followed you on Chaque personne que vous a social suivi sur les media médias is sociaux inviting you to vous show them invitait what you've
à leur montrer ce que vous avez. Ce que vous leur montrez était moins engageant que le matériel publié par d'autres personnes qui suivent. Cet autre matériel sera prioritisé plutôt que le vôtre et ce sera difficile donc de conserver cette présence. Personnellement, si vous n'avez pas des histoires constantes ou régulières pendant l'histoire, donc un peu de dépenses sur votre matériel plus fort, Tempo, ce qu'on veut, qui fait une très bonne première expression. Impression peut aider avec ça. Et d'abord, on doit s'assurer pour qui sont ces activités et quelle auditoire qu'on peut rejoindre. Et nous avons parlé beaucoup des fondamentaux, mais laissez ce que je peux vous repasser la parole pour parler un peu de comment le paysage a changé récemment. Oui, oui, lorsqu'on nous avons commencé à parler avec Catherine et l'équipe d'Orchestre Canada au sujet de cette boîte à outils, elle a clairement indiqué qu'elle voulait reconnaître que les organisations artistiques du monde entier avaient traversé une période de stress et de changement incroyable, mais aussi d'expérimentation et d'efforts. Et il y avait peut-être des choses que vous avez essayées pendant les lockdowns et que vous ne ferez pas non plus jamais et que vous voulez même peut-être oublier, mais il y en a d'autres que vous voudrez peut-être continuer. Mais l'approche, donc la façon d'approche de votre public, je pense que ça a changé. La réponse est probablement oui et non. Oui, dans la mesure où votre public est peut-être plus à l'aise avec le numérique il y a 2 ans et peut-être intéressé dans différents formats. Vous pouvez être plus audacieux ou plus expérimental si vous avez amené votre public dans ce voyage avec vous. Mais fondamentalement, il s'agit toujours de créer un travail de qualité, puis de mettre en place des moyens permettant aux gens de s'y engager. Cela signifie qu'il faut faire connaître vos beaux secrets aux bonnes personnes par vos propres canaux et ceux de vos partenaires, aux bons endroits et au bon moment, et s'engager auprès d'elles ou des auditoires pour qu'ils se sentent aussi bien intégrés à votre communauté que si cette communauté venait dans votre salle de concert. Et c'est ça, finalement. Il s'agit de conduire ces spectateurs par la main sur l'équivalent numérique de leur siège pour qu'ils puissent assister au spectacle. Et c'est ça vers où tout ça mène, les amener à être à l'aise, se sentir enthousiastes et excités envers le travail que vous allez leur présenter. Et maintenant, je pense que je repasse la parole à Catherine pour entendre la version des gens qui ont réussi à faire ça pendant les 2 dernières années. Merci beaucoup, Nathalie et Rob. Et graduellement, nous allons accueillir les gens, les mener à leur chaise autour de la table ronde, quoi. Et je vois Mark Turner à l'écran de la Symphonie Saskatoon. Je vois Daniel Mills de Kamloops Sympathy, Devin Scott, Ron Royer du Philharmonica. Merci David et Ron et Jean-Philippe Caron de l'Orchestre de l'Agora à Montréal. D'accord. Alors, lançons le bal avec vos propres présentations. Dites-nous de quel endroit vous venez et donnez-nous une description brève. Daniel, vous pouvez lancer le bal. Bonjour, je m'appelle Daniel Mills, directeur exécutif du Kamloops Symphony et je suis ici à Shwepmekowee, le territoire non cédé des Shwepmek. Aujourd'hui, je porte une chemise, un t-shirt bleu. Il y a un thème de l'espace avec des planètes et un arrière-plan beige dans mon bureau ici. Et j'ai des cheveux blonds, bouclés, un peu pas très peignés aujourd'hui, quoi. Marc, bonjour Marc Turner, je suis PDG, directeur créatif de Saskatoon Symphony Orchestra dans mon bureau aujourd'hui, avec des murs gris, une fenêtre, et sur les murs, j'ai des peintures de Donald Langhorne qui vient de la bande Lac La Ranch, une des plus grandes Premières Nations au Canada. Nous sommes situés sur euh, territoire traité 6, territoire des Cree, des Nez, Dakota, Nakota et Métis et autres. Merci. Donc, nous passons en Ontario, les gens du Scarborough Film Harmonic et qui lancent le bal. Je vais commencer ici. Devin Scott, directeur exécutif du Scarborough Philharmonic Orchestra et directeur et éditeur du SPO Great Digital Music Contest, donc une série. Je suis un homme blanc dans les cinquantaines avec des cheveux blonds très minces, ça paraît très fort à la caméra.
et je vous adresse aujourd'hui du territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat. Et maintenant, qui accueille maintenant plusieurs Premières Nations et Métis. Et Scarborough était dans le territoire One Spoon, qui est un traité entre les Anishinaabe, les Mississauga et Haudenosaunee, qui les liens, qui les fait lien pour protéger le territoire. Je passe à Ron. Je suis aussi avec le Scarborough Film Harmonic. Je m'appelle Ron Royer. Je suis directeur musical et je suis aussi compositeur et à l'occasion, je réalise des albums commerciaux qui ont été très utiles pendant les 2 dernières années. Très heureux d'être ici. Merci. Et Jean-Frédéric. Bonjour tout le monde. Jean-Frédéric Caron à Montréal, Canada. Je suis directeur exécutif de l'orchestre de la Grande. Je ne répéterai pas les territoires parce que Lauren l'a exprimé si clairement et parfaitement avant. Donc, j'ai une chemise bleue et un arrière-plan, il y a de l'or chinois et je suis à la maison actuellement à Rosemont. Parfait. Alors, je vais commencer avec Mark et je veux. Donc, quelle était l'empreinte numérique de votre orchestre avant la pandémie? Donc, nous avons eu très bonne histoire avec les médias sociaux. Nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter, et chaque plateforme a sa propre personnalité et ses propres succès. Facebook était plus amusant, plus léger, Instagram était plus magnifique visuellement, et Twitter était plutôt donner des informations comme ça. Nous avons enregistré quelques concerts au cours des dernières années qui étaient, à mon opinion, pas extraordinaires simplement parce qu'ils étaient filmés par de tierces parties, qu'on entendait la clarinette, mais on voyait le violon, quoi. Ça pourrait porter confusion, oui, à ceux qui ne connaissent pas nécessairement la clarinette, certainement. Donc, passons à Scarborough et parlez-nous de votre empreinte numérique avant la pandémie. J'ai pas honte de dire que c'était minimal. Nous sommes une orchestre communautaire avec un très petit budget, présence sur YouTube, Facebook, Twitter, mais encore une fois, notre présence était minime et ça a changé au cours des 2 dernières années. Eh bien, cette histoire sera expliquée un peu plus tard au cours de la table. Jean-Frédéric, donc votre orchestre, c'est une orchestre encore très jeune, encore si on veut. Quelle était votre empreinte numérique? J'étais pour le dire, nous sommes probablement l'organisation la plus jeune, si on veut. Avons été fondés en 2013. Donc, lorsque je suis arrivé il y a 3 ans à l'orchestre, quoi, j'étais le premier employé à temps plein. Donc, je dirais que notre auditoire numérique était très petit et oui, l'orchestre existait depuis 5 ans avant mon arrivée et donc c'était très minime, comme Devin a dit, et je crois qu'il y avait beaucoup à construire, mais avec le projet que nous avons établi et en expliquant le coffre à outils, on a pu bâtir un histoire autour de ces genres de projets. Magnifique, je m'excuse pour ma disparition de l'écran. Un des défis d'un événement en direct, il y a les oiseaux qui se bagarraient dans ma fenêtre, quoi. Alors, je devais fermer la fenêtre et me mettre sur sourdine temporairement. Et vous avez tous des expériences pré-pandémie avec Daniel. Oh, Daniel, je suis désolé. Mes excuses. Donc, je voulais pas m'imposer. Similaire à Marc, bien qu'on avait une présence du côté marketing, médias sociaux, ce genre de choses, du point de vue de contenu, aucun de notre contenu a été capturé sur vidéo. Je crois que on avait des enregistrements Zoom très minimes, des enregistrements des concerts par le passé, mais rien vraiment du côté contenu. Et nous savons tous à quel point la qualité de son est extraordinaire sur Zoom. Alors, on va dire des enregistreurs Zoom et pas Zoom Zoom, mais Zoom différent, quoi. Assez bien. Donc, majuscule et minuscule, quelque chose de ce genre. Donc, le 13 mars 2020 se passe.
arrive. Et soudainement, nous sommes en pandémie mondiale. On ne se rendait pas compte le 13 mars 2020 que la durée même de la pandémie à venir, mais chacune des orchestres autour de cette table a fait des avancées extraordinaires en termes d'activités en ligne. Si on passe à nos amis à Scarborough, je voudrais que vous décriviez un point fort de votre programmation en ligne pendant la pandémie. Ron, c'est vous? Oui. Le point fort, c'était de se concentrer sur le contenu canadien. 50% de notre contenu était d'origine canadienne. Et un point fort particulier de ça, c'est alors que nous présentions un festival de flûte de musique par des compositrices et un festival en ligne au février dernier. Et pour commencer, nous avons un joueur de flûte qui se concentre sur la musique de flûte de compositrice. Elle le présente, elle a enregistré 2 albums. Nous avons commencé avec ça et c'était une idée qui a vraiment enthousiasmé les gens et on a commencé à attirer des partenaires. Et finalement, on a attiré ce qu'on appelle le podcast Flute 360 Podcast, le plus grand balado au monde. Ils ont amené avec eux des sociétés de flûte du Texas, la Montana et le Nouveau-Jersey. Donc, énorme présence des États-Unis. Et au Canada, nous avons attiré l'Association of Canadian Women Composers en faisant partie de leur 40e anniversaire. Et c'est une expérience extraordinaire. FPO, on est une petite orchestre communautaire et c'était la première fois qu'on a essayé ce genre de festival international. On était vraiment excités, ravis qu'on a pu présenter de nouveaux enregistrements commerciaux, niveau commercial plutôt, qui se retrouveraient sur un CD. Donc, 10 compositeurs de partout au pays. C'était une expérience extraordinaire pour nous, fantastique. Et je pense aussi que ça reflète très bien ce que Nathalie disait plus tôt au sujet de semer son contenu par la création de partenariats. Et quel bel exemple. Jean-Frédéric, je serais curieuse de connaître les points forts de votre programmation en ligne pendant la pandémie. Oui, alors, le projet qui est expliqué dans l'outil, c'est Concert solidaire. Nous sommes une organisation, orchestre de la grande, on a un focus social. Et lorsque la pandémie a frappé, si on veut, on était pour faire un gala de la Terre qui devait se réaliser en avril 2020 et nous l'aurons la semaine prochaine à la Maison symphonique ici à Montréal. Et depuis la pandémie, et que ce gala a été annulé. Donc, on a ce projet d'amener l'Orchestre symphonique de Montréal. Et donc, on avait les solistes pour le gala, puisque le gala est annulé. Nous avons essayé de conserver ce projet en vie, de le garder en vie, et l'idée aussi. Et c'est là que le concert solidaire s'est réalisé. Et puis, c'est une organisation très jeune. C'était un peu fou, si on veut, à l'époque, et on était les premiers orchestres de présenter un concert devait un auditoire présentiel. Je pense en Amérique du Nord, je crois que c'était le premier annoncé, mais puisque nous étions le premier groupe à le faire, nous avons aidé la communauté entière à leur montrer que c'était possible de jouer de la musique et d'avoir ces lignes directrices en même temps. Donc, puisqu'on était les premiers, ça nous a amené beaucoup d'auditoire, donc une présence en ligne aussi. Et c'était donc enregistré, ensuite présenté en ligne pendant 72 heures. Donc, c'était le point le plus fort de ce que nous avons fait. Je dirais qu'être le premier orchestre de l'Amérique du Nord de jouer un concert en direct, en présentiel, à la fin de la pandémie, c'était un point fort. C'était déjà que c'était enregistré et disponible pendant 72 heures par tout le monde. Je pense que c'était un accomplissement extraordinaire. Donc, félicitations. Donc, c'était pas évident, mais c'était très amusant, quoi. Alors, et je vais voir maintenant, nous avons Daniel. Donc, votre point fort, s'il vous plaît. Alors, notre fait saillant, ça a été qu'on a pu produire une saison complète de contenu, le même nombre de productions qu'une saison régulière, même si on n'avait pas de public. Mais d'un point de vue artistique, le fait saillant, tout ceci, c'est un projet
où on a pu combiner des artistes qui vivent sur des continents différents avec nos musiciens ici à Kamloops. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Vous pouvez en lire un peu plus dans la trousse à outils, mais ça s'appelle Sound and Sound. Alors, il y avait des artistes en Russie qui ont enregistré du contenu avec nos musiciens ici à Kamloops et ça fait du contenu en ligne. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment ouvert des portes pour nous en tant qu'orchestre régional. On a pu travailler avec des artistes qu'on n'avait pas payés pour voyager. Et en plus, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé dans les circonstances normales. Oui, et probablement pas aujourd'hui non plus, mais on poursuit. Pas de commentaires sur la situation mondiale. Marc, j'aimerais entendre parler de vos faits saillants. Nous, on était comme Kamloops, on a pu faire tous les dates de concert qu'on avait planifiées avec un plus petit orchestre. On a fait des diffusions en direct. Il y a eu beaucoup de faits saillants artistiques, mais le vrai fait saillant pour nous, c'était l'engagement, la connexion qu'on a bâtie avec un public qui n'existait pas avant. Mais ensuite, alors, on a eu plus de 900 abonnements sur 5 continents différents. On avait 230 000 personnes qui nous suivaient dans 28 pays différents, mais au niveau local, on a pu faire ce genre de... On a fait comme un party de visionnement. On a dit aux gens quel genre de nourriture faire. Ils ont fait des pretzels pour Oktoberfest et on les a mis en relation avec des restaurants locaux pour le festival italien et ça a donné un nouveau sens d'expérience à nos concerts. J'adore la combinaison des pretzels locaux et du public international. Je m'intéresse maintenant, j'aimerais parler des options artistiques. Alors, qu'est-ce qui s'est ouvert à vous? Quelles options artistiques se sont ouvertes à vous, à votre orchestre, parce que vous travaillez en ligne, Jean-Philippe ou Jean-Frédéric? Vu qu'on travaillait en ligne, je suis désolée, je n'ai pas entendu la première partie. Alors, les options artistiques, est-ce qu'il y avait de nouvelles possibilités qui se sont ouvertes à votre orchestre parce que vous avez travaillé en ligne? Je dirais que pas vraiment. Je crois que les projets qu'on fait sont des collaborations avec d'autres organisations artistiques, par exemple, avec l'Opéra de Montréal. Et avec eux, on a pu rejoindre un grand public grâce à des collaborations comme celle-ci. Je pense que c'est quelque chose que Nicolas aime faire. Nicolas, notre directeur artistique, il aime collaborer avec d'autres organisations artistiques. Donc, je ne crois pas que ça a vraiment changé parce qu'on faisait des projets en ligne, mais je crois que la collaboration dans ce qu'on fait, c'est essentiel, très important. Donc, c'est une continuation de ce que vous faisiez auparavant. Exactement. Donc, passons à Daniel maintenant. Vous avez parlé de la collaboration avec les artistes russes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé qui était tout nouveau pour votre orchestre? On a aussi eu l'opportunité de collaborer avec d'autres partenaires à Kamloops avec qui on n'aurait pas travaillé autrement. Mais vu qu'on était tous dans le même bateau, on a fait Soldier's Tale avec un théâtre ici à Kamloops. Donc, les deux organisations voulaient produire quelque chose et ça avait du sens pour nous. On a aussi travaillé avec la Art Gallery sur de l'art interprétatif qui faisait partie de leurs expositions. Donc, d'un point de vue numérique, ça a vraiment ouvert beaucoup de portes à la collaboration et notre directeur musical avait bien hâte d'embarquer. Donc, c'était bien. Marc? Moi, je vais être honnête et dire que je pense que la plus grande option artistique qui s'est ouverte à nous, c'était que les musiciens étaient prêts à enregistrer par vidéo. Au début de la pandémie, on leur a parlé, on a dit, écoutez, on veut que vous restiez en emploi, on veut essayer de trouver une solution. Et j'ai dit, on va commencer à faire des diffusions en direct. Et auparavant, la plupart d'entre nous, sur cette rappel, on avait des options très limitées lorsqu'il était question des caméras dans les salles avec des musiciens. Et l'excitation des musiciens lorsqu'on a pu continuer, même face à ces défis, c'était vraiment très excitant. Et en fait, ça a changé la dynamique des conversations concernant
l'implication et l'utilisation de produits. Ça, c'est très excitant. Et l'une des choses que nous avons remarquées chez Orchestre Canada, en réponse à notre sondage sur le numérique, on en a déjà fait 3, c'est que les gens étaient très excités premièrement, de garder les musiciens au travail, en emploi, mais aussi la collaboration entre les musiciens, la gestion et les publics afin de produire de la musique et de rester prêt et de rester en contact. Bon, je suis très intéressée à entendre en termes d'options artistiques. euh, Scarborough, les options artistiques. Oui, eh bien, pour nous, ça nous a donné l'opportunité de donner à nos musiciens qui étaient intéressés, qui voulaient être des soloistes. Ils se sont impliqués avec l'enregistrement, le processus vidéo et ensuite on avait une équipe créative extraordinaire. C'était plutôt du contenu canadien, mais souvent, les compositeurs canadiens arrivaient avec de très bonnes idées sur comment faire des vidéos. Donc, quoique bon nombre de nos vidéos, c'était pas seulement des performances des musiciens qui jouaient, mais il y avait aussi des images vidéo qui étaient connectées au thème de la musique. Et encore une fois, les compositeurs étaient impliqués là-dessus. Donc, on a presque créé comme des vidéos musique. Donc, ça a été une nouvelle expérience pour nous tous. Fantastique. Jean-Frédéric, est-ce que vous voulez parler? Oh non, on a commencé avec vous. Désolée, je suis un peu mélangée. Je voulais m'assurer que tout le monde ait un droit de parole. Alors maintenant, parlons de finances. Comment avez-vous payé vos activités en ligne? C'est la question du bout des lèvres à tout le monde, mais Daniel, vous voulez nous parler des finances? Oui, dans notre cas, on dépendait des sources de financement d'urgence qui étaient disponibles pour les orchestres, soit au niveau provincial ou fédéral, ou des fois même au niveau municipal. Et on a compris que le coût de vidéographie est très élevé. On a dû prendre des décisions stratégiques sur comment payer pour tout cela. Et heureusement, ça a bien fonctionné parce qu'on ne pouvait pas avoir un orchestre complet sur la scène à cause de la distanciation. On a dû limiter le nombre de musiciens. Malheureusement, ça voulait dire qu'il fallait libérer des frais pour payer pour l'enregistrement et la diffusion, mais ça a été bien géré. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû prendre ces décisions difficiles. Marc, comment est-ce que vous avez payé pour tout ça? Donc, on a emprunté, on a eu, on a embauché un vidéographe. On a acheté l'équipement nous-mêmes, on a tout fait à l'interne. On a pu faire cet investissement grâce au soutien de donateurs qui étaient au rendez-vous. On a aussi utilisé le soutien fédéral et je suis très heureux pour ceux d'entre vous qui vivez dans une province avec du soutien provincial, mais on a aussi monétisé tout dès le début. Donc, tout notre contenu, à part ce qui était gratuit sur YouTube, etc., ça a été monétisé. Et on a vendu beaucoup de billets en ligne et des abonnements en ligne. Donc, ça nous a aidé à comprendre comment transformer ceci en modèle d'affaires. J'imagine le courriel de Mark Turner, des messages qui vont arriver de tous les médias sociaux pour dire dis-moi en plus, partage l'information. Comment es-tu arrivé à faire ceci? Mais très intéressant. Scarborough Philharmonic, parlez-moi, comment est-ce que vous avez payé pour ce que vous avez fait? Lorsqu'on a créé notre contenu, au lieu de faire des performances de concert, on avait des performances vidéo individuelles, donc environ 90 à 95 vidéos à tous les ans que nous avons publiées. Le financement est provenu de financement, d'agences de financement locales, du fédéral. On a aussi été chanceux d'avoir un groupe de gens extraordinaires au sein de la communauté qui soit ont donné du temps ou nous ont donné des frais, nous ont fait part de frais très réduits. Vu que bon nombre de nos enregistrements ont été faits à un niveau commercial,
En moyenne, on avait environ 2 000 $. Ça coûtait 2 000 $ par 15 minutes d'enregistrement. Alors, c'est un budget d'environ 70 000 $ pour créer ce contenu par saison. Donc, encore une fois, on a aussi eu des dons de notre communauté et des membres de l'orchestre et les membres du conseil afin qu'on puisse poursuivre notre travail. Et on publiait du contenu à toutes les semaines pendant la première année. On a ralenti un petit peu pendant la deuxième année de la pandémie, par contre, mais encore une fois, c'est grâce à la générosité d'experts et de professionnels qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs et tout le monde avait le temps de nous aider. Donc, c'était très apprécié. Jean-Frédéric, vous, est-ce- comment vous avez payé pour vos activités en ligne? Je pense que c'est un mélange de ce que tout le monde a dit, par exemple, ce que Daniel a dit concernant le fait d'avoir moins de musiciens dans les concerts parce qu'il y avait il fallait respecter la distanciation physique. Donc, on avait 5 musiciens au lieu de 15. Et je pense aussi que c'était un mélange de chance, comme j'ai dit plus tôt. La Gala de la Terre, c'était un concert bénéfice. Donc, il y avait des fonds qui étaient déjà mis de côté par les organisations environnementales. On a pu recueillir 130 000 $ qu'on a redonnés à ces organisations, mais on avait de l'argent de côté qui nous a aidés à payer pour cette grande production que nous avons fait, le concert solidaire. Donc, je dirais que la première, et on a beaucoup appris, on a créé des relations avec des experts dans la vidéographie pour les autres concerts qu'on a fait ensuite. Et aussi, le Conseil des arts ici à Québec et à Montréal, même au Canada, ils avaient de nouveaux programmes pour soutenir ce genre de production. Donc, ça, c'est le résumé. Parfait. Bien fait. Alors, je sais qu'on commence à manquer de temps et je me demande quelle question vous posez. Je vais essayer une approche un peu différente. Au lieu de vous poser une question, je vais déterminer qui semble être le plus intéressé à répondre à la question. Donc, si on retourne au thème du public, de la trousse à outils pour les publics en ligne, ma prochaine question, et levez la main si vous voulez répondre. Qu'est-ce que vous avez appris concernant vos publics grâce au contenu en ligne que vous avez partagé? Marc, on a, on en a appris beaucoup sur notre public. Je pense qu'on en a plus appris sur notre public lorsqu'on a fait du numérique que lorsqu'on avait des concerts en salle. On a fait des web diffusions, donc on voyait tout et on entendait les musiciens sacrés lorsqu'ils échappaient leurs instruments. Et il y a eu un de nos concerts au début où l'Internet ne fonctionnait plus. Et en fait, c'était très stressant pour ceux qui étaient dans la cabine parce que ça ne fonctionnait pas, mais le public s'en foutait un petit peu. Et ce qu'on a appris concernant le public, c'est qu'ils viennent nous voir. Vous savez, ils disent qu'ils aiment la musique, ils aiment ça quand c'est parfait, mais ils viennent nous voir pour toutes sortes de raisons différentes. Et ça nous a aidés à changer notre énoncé de mission. C'était quelque chose de très clinique et ennuyant, écrit en 1994, mais on l'a changé. Alors, l'orchestre partage la communauté, l'espoir et la joie de faire de la musique. Et ça, c'est grâce aux premiers mois de la pandémie. C'était une question de la joie, des concerts, l'espoir que de voir des musiciens qui travaillent ensemble, l'espoir que ça nous donnait et le sens de communauté. Tout à coup, tous les gens faisaient des commentaires dans le clavardage, ils nous envoyaient des messages de partout dans le monde. Et tout à coup, ça nous a fait réaliser que ce n'est pas une question des gens dans la salle, mais c'est la communauté qu'on bâtit. Parfait. Donc, je vais demander s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on poursuit avec la prochaine question? Daniel? Rapidement, ce qu'on a appris, c'est que notre public veut en savoir plus. Ils veulent voir les musiciens de près. Ils veulent en apprendre plus sur les musiciens, surtout pour nous, en tant qu'orchestre régional. Les musiciens doivent voyager. On ne les voit pas si souvent que ça. Donc, d'avoir la présence numérique, ça a vraiment aidé notre public à connaître les musiciens grâce aux entrevues qu'on avait. On va passer à la prochaine question qui est au sujet de vos plans pour la numérique, vos
projet de présence numérique la saison à venir, qu'est-ce que vous avez planifié et pourquoi? Ben, je vais commencer, moi, peut-être. Le concert solidaire que nous avons fait il y a 2 ans, nous essayons depuis 2 ans pour le faire mettre en ligne avec Radio-Canada. Et à l'automne, ce sera envoyé 3 fois à Radio-Canada et CBC. Et CMusique, ça serait quelque chose d'intéressant aussi. Il y a un autre projet que nous avons fait au mois de mars qui s'appelle Enfin Lumière. Donc, Baroque. Le concert était présenté devant un public uniquement, mais l'enregistrement sera présenté en ligne aussi. C'est ce que nous planifions, autre que d'autres projets plus réguliers, je crois, oui. Super. Marc, je vais vous pointer du doigt et dire, vous avez créé cet émission incroyable dans le personnel et matériel. Que planifiez-vous faire avec le personnel et le matériel dans la saison à venir? Les caméras sont là en permanence. Pour nous, c'était une aventure, si on veut, un investissement d'affaires très positif. Et maintenant, j'ajoute au personnel, nous avons lancé notre application Concert Stream, donc site web pour des applications mobiles Roku et en plus la diffusion que nous faisons par le biais de cette plateforme, que les gens peuvent acheter leurs billets sur le site web, nous faisons la diffusion pour d'autres organisations dans la province, qui a été très extraordinaire de les aider à entrer dans ce monde numérique, quoi. Super. Vous savez, Scarborough Harmonics tient une place particulière dans mon cœur parce qu'ils sont un emblème, si on veut, des orchestres de petit budget avec grande imagination. Vous, c'est quoi vos plans pour l'année prochaine? Nous allons revenir avec des concerts en personne, en vrai. Nous allons continuer avec le contenu en ligne aussi. Et nous avons appris à quel point c'est très important d'avoir une présence en ligne très forte. Et lorsque nous regardons, évaluons le coût versus la valeur de ce que nous avons fait en ligne, ça a beaucoup de sens. Et le fait, c'est que nous avons atteint une auditoire beaucoup plus large qu'on aurait pu avec des concerts en personne. Et il y a eu beaucoup de développement positif à l'intérieur de notre communauté à Scarborough ainsi qu'à l'échelle nationale et internationale de la reconnaissance que nous recevons pour notre contenu. Alors, nous adorons la musique canadienne, le partager de toutes les façons possibles. Incroyable. Et Daniel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager de vos plans sur la saison? Nous faisons un monitoring de très près de la perspective de concert, qu'est-ce qui doit être en ligne et non. Je pense, de notre perspective, tous les outils d'engagement de l'auditoire dont on parle, c'est vous allez continuer à considérer comment ça fonctionne et déterminer comment fusionner les deux ensemble. Donc, on a notre gros sac de surprises que nous regardons. Donc, c'est certainement la question. C'est pas nécessairement numérique principalement, mais de conserver certaines choses. Certaines choses nous offrent. À l'avenir, ce sera plutôt sur une base de cas par cas, plutôt que de forcer tout à être numérique. Non, en fait, c'est énorme. Ce sont des choix énormes à faire. Dernière question, et c'est un peu réponse rapide. Donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commencerait? De tout ce que vous avez vu, les aventures, quoi, l'expérience, est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez que tout le monde garde en tête? Maintenant, écrivez, prenez ça en note tout le monde. Donc, Devon, des points d'en garder l'esprit ouvert. Demandez l'aide. Assurez-vous que vous contez une histoire et donnez aux gens une raison de s'engager, quoi. Et dernièrement, je veux remercier Natalie, Rob et Kat de Space et l'équipe extraordinaire de Orchestras Canada sous le leadership de Catherine pour cette opportunité extraordinaire et leur soutien. Ah, bon, tout le monde, allez-y, Marc. Vous savez, je pense que le succès majeur derrière notre diffusion, c'était le vidéographe. Nous avons travaillé avec Simine juste avant la pandémie. Il a fait du matériel promotionnel pour nous. Il vient de l'industrie du film et
Il, cette expertise de savoir comment que- de présenter ça à la façon que les gens veulent le consommer, quoi, c'est très important. Et donc, comme Devin a dit, le conter l'histoire. Donc, c'est pas juste ce côté musique et les arts qu'on essaie de conter une histoire, mais visuellement, c'est là où filmer un concert, mais ces choses au sujet des musiciens et de la communauté locale. C'est ça qui compte votre histoire. On était très fortunés parce que on a trouvé la bonne personne pour nous aider à obtenir, trouver les bonnes personnes. Donc, Jean-Frédéric, des conseils? Mon conseil principal serait le contenu en ligne est une merveilleuse occasion de atteindre des auditoires plus larges, mais le conseil principal, ce serait de conserver cet auditoire parce que c'est une des choses les plus importantes, spécifiquement des courriels. Donc, des gens qui écoutent vos conversations, des choses que nous avons apprises. C'était gratuit, bon nombre de gens l'ont écouté, mais on avait très peu de données des gens qui ont écouté, qui ont assisté au concert. Et c'est une des choses que nous avons ajoutées. Donc, mon conseil serait d'avoir toujours ça, gardez ça en tête lorsque vous partagez du contenu en ligne. C'est toujours le but. Planifiez pour plus de temps, d'avoir besoin de plus de temps que vous croyez. Et comme Scarborough, c'est mettre quelque chose, présenter quelque chose qui est unique à votre organisation, c'est très important pour vous. Et essayez pas de recréer quelque chose qui existe déjà. Vous devez vraiment faire quelque chose que personne d'autre va faire. Et je crois que vous avez réussi de façon spectaculaire. Donc, merci à notre panel extraordinaire. Je vais maintenant vous remercier tout un chacun et vous célébrer ce que vous avez accompli, mais aujourd'hui et pour le boîte outils des... Donc, je vais passer la parole à Boran qui va nous donner une petite visite de cette boîte à outils. À vous, Boran. Merci beaucoup. Merci à tous nos présentateurs fantastiques et le Conseil canadien des arts pour le soutien de ce projet. Bonjour tout le monde, je m'appelle Moran Zaza, directrice des communications et développement chez Orchestre Canada. Mes pronoms sont elle et je vis à Tchouchaki, Montréal, mais aujourd'hui je vous joins du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est le territoire des Inuits. Je vais faire une description visuelle. Donc, je suis une femme, du Moyen-Orient, dans la trentaine. J'ai des cheveux roux avec une chemise noire et j'ai un mur gris derrière moi. Rien comme l'art spectaculaire qu'avaient nos conférenciers. Alors, euh, je sais que lorsqu'on entend parler de la boîte à outils pour des auditoires en ligne, donc c'est quoi? On s'attend à quoi? Est-ce que c'est un document vraiment ennuyant? C'est quoi? C'est une liste de contrôle? Moi, je vais partager avec ça, c'est pas ça. Alors, imaginez, si vous voulez, un roulement de tambour alors que je partage mon écran euh, avec ça. Oh, le son coupe un peu, je suis désolé. Comme vous pouvez voir, ceci est la première page. Célèbre les orchestres canadiens, leur succès côté numérique. C'est rempli de photos d'orchestres canadiens d'une côte à l'autre. Donc, je vais montrer rapidement qu'est-ce qui s'y trouve. Donc, une ouverture de Catherine Carlton, je vous invite à le lire. C'est très bien fait. Ici, nous avons toutes les personnes qui ont contribué à cette boîte à outils. Si je vais voir, c'est le travail de beaucoup de personnes, beaucoup de designers, traducteurs, traductrices, tout ça. Donc, ici, vous voyez le contenu de ce qui s'y trouve. Et ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez cliquer sur un titre et ça vous amène directement à la section en question. Alors, on commence avec le qui, la première partie, qui est notre auditoire en ligne, l'auditoire actuel et comment faire la distinction entre les différents auditoires. Qu'est-ce qu'on veut dire par des en ligne. Vous pouvez découvrir ces sections tout seul. Alors, nous avons 5 sections. Donc, le qui, le où trouver ces auditoires en ligne, le quoi, quel genre de contenu pour notre plateforme numérique, et le comment faire, comment aider les gens à trouver ce contenu, et le genre de contenu à émettre. Et aussi, nous avons les mesures, qualité de mesure, et il y a une annexe de ressources utiles. Si c'est quelque chose que vous voulez explorer davantage.
L'autre chose fantastique, c'est les différentes études de cas que les sujets que nous avons, c'est comme Saskatoon Symphony Orchestra, Orchestre de l'Agora, Scarborough Philharmonic Orchestra et Kamloops Symphony Orchestra. Donc, c'est magnifique pour mettre tout ce que vous lisez dans un contexte canadien et vous amenez une expérience que donc, de connaître l'expérience à travers laquelle on passait ces orchestres dans leur transformation numérique. Je vais défiler rapidement pour montrer les points forts. Encore une fois, des images extraordinaires. Merci à tous les orchestres qui ont contribué, tous les orchestres qui ont contribué. Et ce que j'adore ici, c'est que qu'importe votre style d'apprentissage, cette boîte à outils a quelque chose pour vous, que ce soit en lisant du texte ou si vous souhaitez quelque chose de plus visuel, par exemple. D'autres exemples, liste de contrôle, des points. Donc, c'est organisé de façon que c'est très amusant à lire. Je sais, je l'ai lu quelques fois avec mes collègues jusqu'à présent. On en discutait, on faisait la vérification, contrôle et tout. Et chaque fois, ça me donne l'impression que c'est une expérience qui est rafraîchissante. Je pense que c'est très utile pour vraiment tout le monde sur votre équipe, mais particulièrement les gens qui sont dans le domaine de marketing et communication, soit qui travaillent actuellement avec l'orchestre ou c'est quelqu'un qui vient de commencer à travailler avec un orchestre. Alors, c'est une ressource très utile pour eux. Et je sais maintenant que nous sommes tous très enthousiasmés de commencer à lire cet outil. Donc, je vais vous montrer où on peut le retrouver sur le site web d'Orchestre Canada. Alors, c'est une ressource qui est gratuite en téléchargement. Donc, page d'accueil. Et nous allons sur la section en anglais Learn, donc apprentissage, peut-être en français. Et ressources, je défile cette vidéo sur Facebook et d'autres, donc mon, mon Internet est un peu lent. Donc, nous voici ici et Online Audience Toolkit, donc le boîte outils. Et sentez-vous à l'aise de consulter les autres outils que nous avons en ligne. Et voilà. Donc, c'est très facile. Vous mettez votre nom, l'organisation, ça c'est, oups, ancien travail, quoi. Et vous pouvez partager votre organisation ou l'orchestre et vous cliquez sur votre courriel, évidemment, et vous cliquez sur Download, téléchargement, qui vous envoie un lien pour téléchargement. Donc, vous avez un lien pour télécharger la boîte outils que je viens de vous montrer. Mais nous avons aussi une version en texte simple que vous pouvez télécharger, qui est ici. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est très utile si vous utilisez une liseuse ou quelque chose qui est organisé comme texte. Donc, ici aussi, vous avez le contenu euh, et vous avez aussi des images avec des textes complémentaires et alternatifs. Le- donc, la bonne nouvelle, I think I need to change my language because Je dois changer. J'entends l'interprétation. Je dois changer ma langue de présentation. D'accord. Je ne pense pas que je peux changer, donc je continue en anglais. Je vais permettre aux interprètes de faire leur travail afin qu'on ne fasse pas trop de mélange, de gaffage de l'enregistrement. Donc, nous avons la trousse en ligne en français, évidemment. Encore une fois, vous mettez votre nom, l'organisme, vous pouvez votre courriel, télécharger. On vous envoie un courriel avec le lien pour téléchargement et vous pouvez le télécharger et c'est disponible également en format PDF et en format texte. Donc, alors, j'espère que vous avez tous, vous appréciez lire cette boîte à outils. C'est disponible sur notre site web pour téléchargement immédiatement. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Catherine. D'accord, alors nous sommes vraiment à la fin, toute fin, Lauren. Je vais vous demander s'il y a des questions du plancher ou si on veut simplement diriger les gens qui vont à leur navigateur web pour demander une
un lien pour téléchargement. Donc, on va revenir. Si les gens ont posé des questions dans le chat, nous allons vous répondre directement par écrit. J'ai mis dans le chat le lien pour les ressources. Il y a aussi un commentaire pour partager votre feedback sur l'événement. Et merci beaucoup à tout le monde qui a participé aujourd'hui et Catherine, et je vais vous passer la parole pour les remerciements. Je crois que Devin nous a rappelé de la valeur d'un merci, des remerciements. Et je suis tellement ravi avec votre participation et votre leadership de nos orchestres études de cas et les leaders de ces orchestres qui ont participé. Ça a été une merveille de travailler avec les gens de Space pendant ce projet au complet qui ne s'est pas déroulé comme on s'y attendait, mais c'était enrichissant de toutes les façons possibles. Donc, Rob, Nathalie, vos collègues, John et Fiona, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci au Conseil canadien des arts pour avoir vu l'avantage de notre travail avec The Space et votre soutien pendant toute cette aventure. Merci à tout le monde. Merci à mes collègues aussi. Je vous encourage fortement de télécharger la boîte à outils, de célébrer les réalisations de nos collègues et de continuer à innover comme vous avez fait de façon si merveilleuse, extraordinaire pendant les 2 dernières années et que vous continuerez à faire pendant les années à venir. Donc, merci à tous. Passez une belle journée. S'il vous plaît, téléchargez la boîte à outils, partagez-le avec tout le monde et dites-nous, partagez-le avec tout le monde et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, merci tout le monde. Passez une belle journée et n'oubliez pas, c'est la pleine lune des fraises. Merci et au revoir.